Bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous être levés de bonne heure. Encore qu'il y avait une session qui a démarré à 8 heures, donc il est presque un peu tard déjà. En tout cas, il fait bon à cette heure-là. Merci donc à tous mes intervenants de vous installer. Donc cette session est intitulée « Les indicateurs sont-ils en perte de sens ?» Je suis ravie d'animer cette session. Je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy, journaliste économique sur LCI, la chaîne Info. Alors pour cette session, nous avons le plaisir d'accueillir tout au bout. Enfin, de toute façon, il y a des petits chevalets, mais vous ne les voyez peut-être pas. Enfin, les noms sont inscrits. Mais donc Monica est là, Claudia, donc tout au bout, Claudia Sénic, vous êtes professeure à la Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris. Vous dirigez l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP avec Yannick Algan et Andrew Clark. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France, également chercheur associé à l'ISA. Et vos travaux portent sur l'économie du bien-être subjectif, en particulier sur le lien entre revenus, croissance, inégalité et bonheur. Et vous vous intéressez également aux sources du bien-être au travail et en entreprise. Vous publiez également donc, dans des revues internationales, ainsi que des ouvrages. Vous avez écrit notamment L'économie du bonheur, ainsi que Les Français, le bonheur et l'argent. Une autre dame est avec nous, honneur aux dames, Monica Caissier. Vous êtes chef de la division des politiques sociales à l'OCDE, également experte en matière d'analyse des systèmes de pension et des réformes de retraite. Vous avez travaillé avec divers gouvernements des pays de l'OCDE et parallèlement, vous dirigez un projet sur la parité, projet qui examine les inégalités entre les genres dans l'éducation, l'emploi et l'entrepreneuriat. À côté de Claudia, nous avons Vincent Paris. Vous avez repris la direction générale de Sopra Steria il y a maintenant 4 ans, une entreprise que vous connaissez très bien puisque vous avez fait quasiment toute votre carrière. Sopra Steria, c'est donc 45 000 personnes aujourd'hui, un des leaders européens de la transformation numérique, présent dans 25 pays. Et donc, vous êtes membre également de ce comité exécutif de Sopra Steria. À côté de moi, Mohamed Soual, vous êtes chef économiste à l'OCP. Vous avez également exercé de grandes responsabilités dans le secteur privé. Vous avez occupé des postes de responsabilité. On appréciera votre regard à la fois donc macroéconomique et microéconomique. Et vous collaborez à la chaire OCP au sein de l'École des mines de Paris. Voilà. Et puis Jean-Luc Tavernier, vous-même vous êtes directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Vous avez été directeur de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, également directeur du cabinet d'Éric Woerth au ministère du Budget. Vous vous êtes aussi occupé des investissements d'avenir et vous êtes président de l'Association française des sciences économiques. Alors, ces présentations, une fois faites, merci, donc je vois que tout le monde s'installe. On va démarrer notre débat. Vous en avez l'habitude maintenant. Chacun, en fait, va poser ses idées pendant environ 6 minutes. Et puis ensuite, nous aurons un débat entre nous et également, bien sûr, des questions avec vous, des questions avec la salle. Donc c'est Claudia qui va démarrer. Vous allez jouer en quelque sorte le rôle attribué d'ordinaire à un membre du cercle des économistes. Vous avez accepté de jouer ce rôle-là et vous allez donc poser, contextualiser ce débat sur cette session, je rappelle, intitulée « Les indicateurs économiques sont-ils en perte de sens ?» On vous écoute. Merci. Alors on dit toujours que mesurer, c'est gouverner. Et effectivement, la raison, c'est que dès qu'on entreprend de mesurer l'action, la performance des gens, eh bien, immédiatement, cette mesure va leur servir de boussole et va les orienter dans le sens où ils savent qu'ils sont attendus et qu'ils seront évalués. Donc ça vaut pour les employés dans les entreprises, ça vaut pour les organisations, ça vaut pour le gouvernement. Et donc on comprend tout de suite que les indicateurs, les mesures sont quelque chose de très important dans la vie économique et qu'il est important qu'ils soient bien définis, et qu'ils soient utiles et qu'ils mesurent ce qu'on veut vraiment atteindre, socialement ou individuellement. Alors, les indicateurs de richesse sociale, on peut y penser à 2 niveaux. Au niveau macro, l'indicateur de richesse sociale pour le pays. Ils existent également au niveau plus micro, c'est-à-dire dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut mesurer, comment est-ce qu'on veut évaluer l'action des gens. Alors, on reproche souvent aux indicateurs, aussi bien macro que micro, toutes sortes de choses. D'être trop quantitatif, par exemple. On mesure ce qui est mesurable. Donc on regarde là où il y a de la lumière. Mais il y a toutes sortes de choses plus qualitatives qui sont très importantes aussi dans la vie des citoyens ou dans la vie de l'entreprise et qui du coup échappent aux indicateurs. Et comme ce n'est pas mesuré, on s'en préoccupe moins.
Donc ça, c'est la première critique. Et puis l'autre critique, c'est qu'on a l'habitude de mesurer certaines choses, mais le monde change, et donc, et puis on prend conscience de nouvelles contraintes, par exemple environnementales ou sociales, et donc il faudrait peut-être changer ce qu'on mesure. Donc il y a une grande vague de critiques au niveau macro des indicateurs de richesse sociale qui s'est vraiment cristallisée dans le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi en 2009 pour le président Sarkozy, qui proposait de mesurer autrement la richesse sociale, donc au-delà du revenu national, au-delà du PIB par tête, ajouter d'autres dimensions. Alors le PIB, la question peut-être ici, peut-être c'est pour Jean-Luc Tavernier, est-ce qu'il faut toujours mesurer le revenu national, l'emploi? Est-ce que ça reste quand même des indicateurs essentiels de la vie, au moins économique? Ou est-ce qu'en fait, c'est plus ça? Il faut regarder autre chose ou pas? Donc, est-ce qu'il faut regarder des indicateurs plus subjectifs? Est-ce qu'il faut regarder ce que disent les gens sur leur bonheur? Est-ce qu'il faut mesurer la liberté, la gouvernance, le lien social? Toutes ces choses dont on sait aujourd'hui qu'elles comptent au premier chef pour les citoyens. Est-ce qu'il faut un seul indicateur ou plusieurs? Parce que si on a un seul, on ne comprendra pas trop bien ce que c'est. Si on a plusieurs, on va peut-être se perdre. Et surtout, en fait, au niveau des entreprises, il y a toutes sortes de normes qui arrivent au cours du temps, qui s'accumulent. Et il faut faire du reporting sur ci, sur ça, etc. Est-ce que ça ne crée pas une espèce de forêt dans laquelle on risque de se perdre? Est-ce que ça ne fait pas perdre trop de temps? Est-ce que ça n'accumule pas trop de ressources au sein des entreprises? Est-ce que ça ne crée pas trop de bureaucratie, de process? Est-ce que là aussi, est-ce que ça ne tue pas finalement la créativité et la culture d'entreprise? Donc moi, ce que j'ai envie de demander aux intervenants, c'est à leur avis, à leur niveau de responsabilité, qu'est-ce qu'il faut mesurer, enfin qu'est-ce qu'ils mesurent pour l'instant, et qu'est-ce qu'il faudrait mesurer pour bien faire à leur niveau? Voilà, je m'arrête parce que je vois des panneaux écrits en rouge. Merci beaucoup, Claudia. Alors, on va enchaîner donc avec Jean-Luc Tavernier, donc pour rebondir peut-être par rapport justement à ce que vient de nous dire Claudia sur ces indicateurs, avec votre regard. Merci. J'ai appuyé, oui. Merci beaucoup. Oui, alors je dis juste un mot parce que je suis président de la FSE pour 1 an. Alors c'est parce que je sais qu'il peut y avoir des sponsors dans la salle. C'est une association qui n'est pas très gourmande, mais qui a juste besoin d'un petit peu d'argent pour continuer à survivre et à faire valoir l'expertise. Hein, c'est son objet. Donc AFSE, n'hésitez pas. L'INSEE, non, je ne fais pas de fundraising pour l'INSEE, ça va. Les moyens sont non limités, mais je ne compte pas sur le sponsorship. Le sujet de la pertinence des indicateurs, il est très salutaire. Hein. On sait tous, ceux qui les produisent les premiers, les indicateurs, les statistiques sont des constructions sociales, il faut les réinterroger régulièrement. Et notamment, alors la critique du PIB, elle est inhérente et elle existe depuis la construction des comptes nationaux elle-même. Il y a une dizaine d'années, sur initiative française d'ailleurs, il y a une grande commission qui s'est réunie, la commission Sen-Stiglitz-Fitoussi, qui s'est penchée sur ces questions pour savoir comment aller au-delà du PIB, beyond GDP, et ne pas être prisonnier de cette dictature du PIB. Et il me semble, et je voudrais commencer par là, que ces recommandations sont toujours d'actualité. Ces recommandations, quelles sont-elles? J'en vois 3. La première, c'est 2 négatives et une positive. La première, c'est ne pas abandonner le PIB. Alors on pourra en parler éventuellement de la discussion, mais le PIB, qui est à une vache près à la fois la somme des valeurs ajoutées produites dans l'économie et la somme des revenus distribués, ça reste quelque chose d'extrêmement puissant pour comprendre comment ça fonctionne. Et il ne faudrait surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La deuxième recommandation, c'est de ne pas investir démesurément dans une quête un peu chimérique, et donc c'est le côté caractère chimérique de la quête qui peut être discutée, de l'indicateur synthétique unique qui va rendre compte dans un seul chiffre à la fois de l'accumulation de richesses, à la fois de l'évolution du niveau des inégalités, à la fois de choses plus bilancielles comme la dette ou la dette environnementale, enfin l'évolution des principaux indicateurs environnementaux pour aller jusqu'au PIB vert. Il faut toujours bosser là-dessus, d'ailleurs on le fait nous, mais avec l'idée quand même qu'il y a un problème un peu principiel de donner la même mesure à des choses qui sont par principe incommensurables, et on y reviendra peut-être, j'imagine, dans le débat. La troisième recommandation, cette fois positive, était de dire, bon, bah alors si on ne fait pas tout ça, ce qu'il faut faire, c'est développer, multiplier des batteries d'indicateurs sur le niveau et l'évolution des inégalités,
des inégalités de revenus, des inégalités de patrimoine, des inégalités des chances, développer et multiplier des indicateurs de développement durable, bien sûr les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'artificialisation des sols, mais aussi la mesure de la biodiversité, etc., etc. Valoriser des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas dans le PIB et qui méritent d'être quand même mises en avant, même si on ne les intègre pas au PIB, comme le travail des personnes au foyer, souvent des femmes. Et puis développer des indicateurs subjectifs, des indicateurs de mesure de la qualité dans la vie, telle qu'elle est déclarée par les enquêtés eux-mêmes, ce qu'on appelle le subjectif well-being. Tous les pays ont fait ça. Tous les pays ont suivi ces recommandations, peu ou prou, plus ou moins vite, plus ou moins complètement. La France, sous le contrôle de Monica, plutôt parmi les bons élèves, je pense. Et néanmoins, 10 ans après, la question revient, encore une fois, dans les mêmes termes, comment on échappe à la dictature du PIB, pourquoi on parle tant du PIB. Effectivement, on parle beaucoup du PIB parce qu'on en parle pour des raisons conjoncturelles, X fois dans l'année, alors que les indicateurs dont on parle sont plutôt des indicateurs structurels qui n'évoluent pas tous les 4 matins et dont on parle moins souvent. Alors moi, je vois quand même, juste de vous dire ça avant de vous rendre la parole, je vois quand même deux tensions fondamentales. La première nous convie quand même assez durement dans les instituts statistiques, c'est qu'on a une injonction paradoxale qui est assez pénible pour tout vous dire, qui est qu'on nous dit à la fois il faut rendre compte de plus en plus de la complexité et de la diversité du monde, échapper à la moyenne, rendre compte de la diversité, donc donner des distributions de revenus, donner plein d'indicateurs, ne pas s'arrêter à la photo, parler des trajectoires des gens, être de plus en plus granulaire, ça veut dire regarder les choses au niveau territorial de plus en plus fin, etc., etc., etc. Et puis en même temps, on nous dit, oui, mais quand même, on vous demande de faire tout ça, mais ce qu'on aimerait tellement, c'est avoir un indicateur unique. Et alors non, là je suis désolé de dire, ça ne va pas être possible. Ça serait possible ça alors ou pas? Oui, c'est ça la question. Je ne vais pas vous donner ma conclusion dès la première intervention du débat, mais de mon point de vue, non. Il faut être synthétique, vous savez. Il faut qu'on ait la maturité de comprendre qu'il s'agit d'une injonction paradoxale. Je vis avec des injonctions paradoxales depuis que j'ai commencé ma carrière de haut fonctionnaire, mais j'essaie de m'en guérir. Alors en France, on a par exemple fait dans la mandature précédente une loi pour dire on va faire 10 indicateurs de développement durable, on les remet au Parlement, etc. Ça ne fait quasiment pas une ligne dans les journaux, il n'y a pas eu de débat au Parlement associé à ça, et pourtant c'était les 10 indicateurs qui avaient été soigneusement choisis pour rendre compte de cet aspect multidimensionnel des choses. Quant aux Nations Unies, elles ont arrêté un ensemble d'objectifs, des objectifs de développement durable, il y en a plus de 200, c'est un peu compliqué à embrasser, mais évidemment, ça n'a pas beaucoup plus de succès médiatique, vous pouvez l'imaginer. Deuxième chose, avant de terminer, que je voulais vous dire, c'est sur la question des indicateurs qualitatifs, des indicateurs de subjectif well-being. La statistique publique s'y est mise aussi. On a dans nos enquêtes, on demande aux gens qu'on enquête, sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que vous êtes dans la vie. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est non seulement de mesurer ça, mais d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Et peut-être on en parlera aussi dans le débat, de regarder quels sont les items, quels sont les phénomènes dans la vie qui rendent compte qu'on est plus ou moins heureux. Il n'y a pas que le revenu, il y a d'autres choses à regarder. Et puis, moi, je suis désolé de constater qu'un peu, on utilise ces indicateurs de subjective well-being un peu comme ça nous arrange. Et moi, je vais vous donner un exemple précis qui parlera à Claudia. Suite à la question des gilets jaunes, j'ai demandé que l'INSEE fasse une exploitation particulière de ces enquêtes en regardant quelle était la distribution des notes de 0 à 10 données selon qu'on vive en métropole, dans une ville moyenne, en dehors dans une périphérie ou en zone rurale. Le résultat, c'est la moyenne et la distribution des notes, et elle est à peu près la même partout. Je dis à peu près parce qu'il y a une toute petite nuance, mais elle est à peu près la même partout. Et nous, on a titré que c'était à peu près la même partout. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on avait envie de lire, ce n'est pas du coup ce que les journalistes ou les relais d'opinion avaient envie d'écrire, et ça a fait très peu de bruit dans la presse, alors que c'était une très bonne utilisation, à mon sens, de ce qui nous avait été recommandé par cette commission, c'est-à-dire développer les indicateurs de qualité de vie et essayer d'en tirer des conséquences en termes de politique publique. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Tavernier. Alors Monica Kessler, on peut l'applaudir. Monica Kessler, donc pour vous, justement, ces indicateurs, est-ce qu'il faut aujourd'hui donc les regarder, on va dire, avec davantage de circonscription qu'avant, et puis peut-être également associer peut-être davantage, justement, ce que nous disait un peu déjà Jean-Luc, associer les publics à leur élaboration, les prendre davantage en considération? Oui, tout à fait.
Moi, je crois qu'il faut vraiment regarder en plus de détails pourquoi on produit des indicateurs et pourquoi on les utilise. Et c'est très clair pour moi, il y a 3 grands domaines. Le premier, on a toujours besoin des indicateurs détaillés pour la recherche. La recherche détaillée, le monde est complexe, il faut des indicateurs complexes pour vraiment comprendre ce qui se passe, pour aller au fond des choses. Et même quand on parle d'un indicateur seul, nous, à l'OCDE, on a ce qu'on appelle le Better Life Index, l'indice de la vie meilleure, parce qu'on s'est dit à l'OCDE aussi, le PIB par habitant, ça c'est pas assez. Et on a 11 dimensions de bien-être, revenus, santé, satisfaction de la vie, emploi, éducation, logement. Mais on n'est pas arrivé à bien les pondérer pour tout le monde. Donc on laisse les gens qui font cette enquête qu'on peut consulter sur notre site Internet. Tout le monde peut pondérer soi-même et peut dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi et dans quel pays est-ce que je me retrouverai le mieux. Bon, évidemment, si vous trouvez que c'est l'Australie, vous n'allez pas tous partir en Australie, mais je crois que c'est une bonne façon de respecter aussi le fait que c'est individuel, que les gens n'ont pas les mêmes préférences. Pour une personne, la santé est plus importante que le logement ou l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait à l'OCDE justement pour répondre à cette complexité. Après, pour la conception, le policy design et la prise de décision, il faut autre chose. Il faut des indicateurs qui mènent directement à l'action. On sait tous que les hommes et femmes politiques ont peu de temps. Il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit facilement à comprendre et donc il faut qu'il y ait un lien direct avec une mesure à prendre. Et je crois que pour ça, il faut un tableau de bord et des indicateurs qui sont déjà retravaillés, bien sûr toujours en base de ces indicateurs complexes qui ont servi à la recherche. Mais ça ne marche pas toujours et je vous donne un exemple que Jean-Luc avait déjà mentionné. Pour ceux qui ont suivi la discussion sur les objectifs de développement durable, ça a pris des années au sein de l'ONU et finalement ils ont décidé de se concentrer sur 17 indicateurs, mais avec 169 objectifs concrets. 238 pour moi. 238, je pensais que c'était 169. Bon voilà, c'était encore pire alors. Et donc, ça montre aussi que les indicateurs, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas politique, parce que tout le monde est venu rajouter leurs indicateurs, leurs priorités, qui, pour chacun des groupes qui ont participé à cette consultation, étaient évidemment clés. Et finalement, pour le grand public, il faut avoir des indicateurs qui doivent refléter l'expérience vécue des personnes. Et tu as donné l'expérience avec votre enquête des Gilets jaunes. Et je crois que ce qui est bien, c'est qu'on demande les gens et parfois, ce qu'on trouve, ce n'est pas ce qu'on pense, mais parfois, c'est aussi, ça confirme exactement ce que les données plus macro vous donnent. Mais ce qui est assez clair, c'est que ça ne sert à rien. À l'OCDE, on a fait l'expérience plusieurs fois, et même pas seulement dans le social, sur d'autres sujets aussi, si c'est Brexit ou autres grands sujets politiques, où on a essayé de dire c'est comme ça, et on a eu un grand backlash où les gens disent non, c'est pas du tout comme ça, qu'est-ce que l'OCDE raconte, et moi, je vis autre chose. Et je crois qu'on a vraiment un changement de discours politique aussi, où on voit à la télé, on voit des femmes et hommes politiques qui se mettent là et disent, bon, ça, moi j'y crois plus, de toute façon, moi je vis autre chose, les gens avec qui je parle vivent autre chose, donc je n'y crois plus. Et ça, c'est un changement de comportement qui nous rappelle tous, les économistes, les statisticiens, à trouver des façons de communiquer les données d'une façon différente. Et finalement, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Moi, je crois que tout d'abord, il faut vraiment réfléchir à qui on parle et avant qu'on commence à communiquer des données. Donc, qui sont les gens à qui on veut s'adresser et comment, ce qu'on fait automatiquement avec toute autre pédagogie ou communication en général, on cherche qui sont les gens qui vont consommer ces données. Et deuxièmement, je crois qu'il faut réfléchir sur la production des données. Pour moi, de plus en plus, ça devient une voie à double sens et pas seulement une approche qui vient de haut en bas.
il faut aussi reconnaître que les producteurs de données ont déjà des idées en tête. Évidemment, tout le monde est humain, et donc il faut toujours contraster ce qu'on produit comme données avec ce qui se passe sur le terrain et les opinions. Et à l'OCDE, on a commencé aussi, quand on a été demandé de repenser le contrat social et les réformes, des grandes réformes de protection sociale lors d'une conférence ministérielle l'année dernière avec tous les ministres des Affaires sociales. Et puis après, on s'est dit, maintenant avec l'automatisation, la numérisation, on dit que tous les systèmes de protection sociale doivent changer, il y a un grand changement en route. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que les gens veulent? Donc on a fait une enquête en 21 pays, où on a demandé quels sont les risques qui les inquiètent, qu'est-ce qui ne les fait pas dormir, et qu'est-ce qu'ils attendent du gouvernement, où est-ce qu'ils sont contents, où est-ce qu'ils sont mécontents. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, et je peux en parler un peu en plus de détails tout à l'heure, pour juste un chiffre pour la France est le pays qui dépense systématiquement le plus en protection sociale de tous les pays OCDE. Et c'est à la fois un des pays qui pense le moins qu'il y aurait de l'aide et du support pour les personnes qui perdent leurs revenus. Donc seulement 17% des Français disent qu'ils pensent qu'ils pourraient facilement accéder à des prestations sociales s'il y en avait besoin. Et bon, le troisième point, très vite, il ne faut jamais penser que les gens sont juste pas assez informés pour bien comprendre la production de nos données. Ça, je trouve que c'est une arrogance que nous avons tous parfois, de dire les gens, il faut juste expliquer mieux et tout va bien se passer. Il faut vraiment se remettre plus en question. Et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Monica Kessler. Alors, Mohamed Soual, vous allez vous aussi nous donner votre avis sur ces indicateurs et notamment peut-être sur leur efficacité et sur le fait qu'il en manque aussi certains, notamment en matière de mesure de la pauvreté. Merci beaucoup. Je vais commencer par ce roman magnifique de Charles Dickens, Les temps difficiles, qui décrit si bien cette Angleterre victorienne plus préoccupée par des problèmes de sécurité que de diffusion du bien-être dans ce 19e siècle. Et Charles Dickens met en scène un directeur d'école, Thomas Gradgrin, directeur d'école qui déteste l'imagination et explique à ses élèves que lui, il est au service du gouvernement qui ne rêve que d'un corps délibérant composé de commissaires amis des faits et qui force le peuple à respecter les faits et rien que les faits. Et encore pour paraphraser un autre poète, Pierre Reverdy, qui disait qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, je dirais qu'il n'y a pas de performance, mais qu'il n'y a que des preuves de performance. Ainsi en va-t-il des indicateurs construits socialement pour mesurer précisément les performances, établir les faits sur ce que Alain Desrosières décrivait doctement ou appelait le gouvernement par la preuve. Alors, d'où vient donc cet usage des indicateurs considérés comme technologie de gouvernement, passant nécessairement par des évaluations, soit ex ante, soit ex post, et qui consiste à produire des données probantes, des données probantes issues indifféremment de techniques statistiques, de données comparatives ou expérimentales, ou tout simplement de ce que l'on considère les bonnes pratiques. Cet art de gouverner n'est pas nouveau. Déjà au XVIIIe siècle, les libéraux, pour arbitrer entre les oppositions d'intérêts et faire face au choc des passions, proposaient d'administrer les choses plutôt que de gouverner les hommes. Et c'est Michel Foucault, citant Le Trône, grande figure des physiocrates, qui écrivait en 2004 « L'économie n'est pas une science d'opinion,
où l'on conteste entre des vraisemblables et des probabilités, l'étude des lois physiques qui toutes se réduisent au calcul en décident les moindres résultats. Et c'est ce que précisément Foucault appelle paradoxalement la gouvernementalité libérale. Plus près de nous, département américain de la défense, extrapolant les méthodes de Ford, a mis en place le Planning, Programming and Budgeting System en 1963 pour établir de façon méthodique le lien entre les ressources affectées à l'administration et les programmes qui y sont assignés. Ces méthodes ont été importées en France déjà par Michel Debré à la fin des années 60 au ministère des Finances avec la rationalisation des choix budgétaires et dès lors leur diffusion mondiale, notamment par les organisations internationales, dont très respectables OCDE, deviennent un instrument de gouvernement et de suivi des performances des uns et des autres. Donc, ces indicateurs paraissent aujourd'hui comme des avatars, même si leur but vise à analyser les besoins sociaux dans une société de bien-être. Ils s'effectuent à la fois par l'efficience traduisant la capacité à améliorer la productivité, des résultats attendus, et par l'effectivité des politiques mesurant la capacité à produire ces mêmes résultats. Cependant, l'objectivité mécanique des indicateurs se trouve parfois confrontée, sinon confondue, avec l'usage mécanique qui en est fait. C'est le cas, par exemple, de la question de la pauvreté, vous m'y interrogez, et des mécanismes mis en place à la fois pour la mesurer et pour mettre les instruments susceptibles de la combattre. La question de la mesure de la pauvreté qui alimente tant de débats et de production intellectuelle et qui fait rêver, par exemple, la Banque mondiale d'un monde sans pauvres, pose d'énormes problèmes d'identification de cette même pauvreté en raison, notamment, de son caractère multidimensionnel, car aux indicateurs de revenus s'agrègent les données liées à la santé, à l'éducation et aux différentes formes de vulnérabilité que confèrent l'âge, le handicap, voire les conflits. Les diversités sociodémographiques, les différences de situation et de pays indiquent clairement l'absurdité, parfois de fixer un seuil planétaire unique, fixé à $1 quotidien en parité de pouvoir d'achat, et de mesurer de façon indifférenciée l'évolution des effets de la lutte contre la pauvreté, alors même que tous les indicateurs de la Banque mondiale s'appuient sur des lignes de pauvreté entre 1 et $2 quotidiens. Ainsi, par exemple, sur une période de 25 ans, la focalisation sur ce type d'indicateur a, par exemple, en Afrique, en 25 ans, a produit 130 millions de pauvres supplémentaires. 130 millions de pauvres supplémentaires, alors qu'en Chine, on a sorti de la pauvreté 500 millions de personnes. Mohamed, Je termine. Voilà, en conclusion. Vraiment, je conclus. En moyennant à l'extrême les traits du collectif, les indicateurs ne paraissent plus comme des objectifs capables d'éclairer la décision qui tiennent compte de la diversité des conditions, et cela pose le problème de la confiance dont on parle depuis hier. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Soual. Merci de l'applaudir. Alors Vincent Paris, vous allez nous donner le point de vue. Vous êtes représentant des entreprises sur cette table ronde du monde, on va dire, de la microéconomie en quelque sorte. Donc ces indicateurs, est-ce qu'on peut encore leur faire confiance, comme nous disait à l'instant Mohamed? Est-ce qu'ils sont représentatifs? Quels sont ceux d'ailleurs que vous utilisez vous-même, et est-ce qu'il en faudrait d'autres? On vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais prendre un angle tout à fait différent des orateurs précédents, parce que d'abord, j'ai absolument ni la compétence ni la légitimité pour parler de macroéconomie.
Je vais plutôt essayer de vous faire partager la vision au quotidien d'une entreprise de 45 000 personnes qui a la chance d'agir et de participer à la transformation de très grands clients partout en Europe. Alors je voudrais simplement partager 2 convictions avec vous, là, en quelques minutes. Les indicateurs sont durablement indispensables et en même temps ils sont très dangereux. Au sein d'une entreprise, indispensables et très dangereux. Ils sont indispensables tout simplement pour des raisons de performance. Vous l'avez très bien dit, on améliore ce qui se mesure. Et quoi qu'on fasse, je sais bien que la révolution digitale amène des nouveaux business models, des nouveaux modèles d'entreprise, mais quand même, est-ce qu'une activité est en croissance? Est-ce que la rentabilité de chaque opération est mesurée? Ça, on peut le prendre dans tous les sens, ça durera, et c'est ça qui fera que les entreprises pourront avoir un projet industriel. C'est indispensable parce que les indicateurs fixent un cadre au sein d'une entreprise, et on a besoin d'un cadre. Quelqu'un qui rejoint une entreprise a immédiatement besoin de savoir qu'est-ce qui est dans les clous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est une bonne performance, qu'est-ce qui est attendu. Donc on a besoin d'un cadre minimum, on a besoin de cadre avec nos clients. Dans chaque contrat, très simplement, il y a des indicateurs qui permettent de dire est-ce que le service va être rendu, est-ce que les clients vont être satisfaits, etc. Donc il y a une question de cadre. Et puis il y a une question de fonctionnement tout simplement de l'entreprise. Des choses très simples, hein. Le carnet de commandes a un impact immédiat sur la prévision de production, sur les plans d'embauche. Donc on ne peut pas se passer de ça. Les indicateurs, quoi qu'il se passe, et quelles que soient les révolutions qui sont devant nous, vont perdurer. Mais je vous le disais, ils peuvent être extrêmement dangereux au sein d'une entreprise. Et je crois qu'il y a 4 écueils sur lesquels il ne faut absolument pas tomber. Le premier, ce qui était vrai en macroéconomie et sans doute plus vrai dans une entreprise, il y en a toujours beaucoup trop. Beaucoup trop. Alors là, le digital n'est pas du tout, parce qu'il y a des foisons de possibilités nouvelles qui s'offrent à nous tous les ans. Et puis les équipes sont très créatrices. On a toujours tendance à rajouter 3, 4 indicateurs chaque année. Or, ce qu'on demande à un dirigeant, c'est d'être sur la synthèse, c'est de faire le tour d'une situation et de se focaliser sur 2, 3 priorités, et c'est là-dessus que se joue le succès. Et d'avoir des dizaines et des dizaines d'indicateurs défocalise complètement le sujet. Je vais juste prendre 2 exemples. Carl Zauber, quand il est arrivé il y a quelques années à la tête d'Ericsson, pour redresser l'entreprise, a fait passer le nombre d'indicateurs qui étaient suivis très précisément de 143 à 10. Et puis McDonald's, qui a eu de grosses difficultés, pareil, chaque dirigeant de restaurant devait traiter chaque semaine 169 indicateurs avec du reporting. Ils les ont ramenés à une quinzaine, et ça va beaucoup mieux. Parce qu'on alimente des systèmes, il y a des équipes qui alimentent les indicateurs, on discute s'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons, on justifie, on explique, on reporte. Pendant ce temps-là, on n'est pas sur le sujet essentiel. Le deuxième écueil, je crois, c'est qu'on peut vraiment très rapidement transformer un manager en exécutant. De façon un peu scolaire, on applique des choses pour que les indicateurs soient bons, on respecte le cadre. Et ça peut être vraiment faussement rassurant parce que tout peut être ouvert et puis d'un seul coup, les choses peuvent changer. Là aussi, on a besoin de managers à tout niveau de l'entreprise qui font le tour de la question, qui ont vraiment une vision globale des choses et qui ne sont pas juste en train de mettre des cases et des bonnes notes sur chacun des indicateurs qu'ils managent. Ensuite, troisième écueil, très lié, ça ne prévoit absolument pas les ruptures. La bonne gestion des indicateurs, l'amélioration continue, il y a un siècle de ça, si vous voulez, un peu plus, ça faisait des diligences de plus en plus rapides et performantes, mais ça n'a pas inventé le chemin de fer. Plus récemment, ce n'est pas avec la gestion des indicateurs que Steve Jobs a fait émerger l'iPhone, pas du tout. Et ça, c'est extrêmement important. Albert Einstein disait « innover, c'est penser à côté ». Donc autant je crois que les entreprises ont besoin vraiment d'un cadre très solide, autant il faut encourager le fait de penser à côté, et c'est ça qui est justement extrêmement difficile. Et puis, le quatrième écueil, très clairement, c'est la perte de sens. La pression financière, notamment sur un certain nombre d'indicateurs, peut faire vraiment des ravages. On ne se lève jamais le matin pour améliorer un indice, pour améliorer un indicateur, pour chercher plus de chiffre d'affaires. Ce n'est pas ça qui anime les gens. Ce qui fait qu'une entreprise devient performante, justement, c'est que le sens est partagé, qu'il y a un projet très ambitieux, un peu fou, on a besoin de folie, on a besoin de rêve, et ça, évidemment, les indicateurs ne l'amènent pas. Donc, si vous voulez, en synthèse, je crois qu'il y a ce que disait Alexandre Dumas à propos de l'argent est très vrai pour les indicateurs. C'est un très bon serviteur, mais un bien mauvais maître.
Ce qu'on attend des dirigeants d'entreprise, c'est de concilier un peu l'inconciliable tous les jours entre ce que les anglo-saxons appellent « explore » et « exploit ». On a beau inventer des business models dans tous les sens nouveaux, la capacité à être performant, c'est quelque chose de valorisant, il ne faut pas le négliger. C'est peut-être un peu besogneux par moment, mais c'est quand même ça sur la durée qui fait la différence entre les entreprises. Mais en même temps, parce que ça c'est beaucoup basé sur des indicateurs de performance, la capacité en même temps de cohabiter avec beaucoup d'innovation, de faire s'épanouir des gens qui sortent du cadre, c'est extrêmement compliqué. Donc on y reviendra. C'est cet enjeu-là que les dirigeants d'entreprise doivent mener, donc avec peut-être des indicateurs un peu différents que des indicateurs uniquement financiers. Et puis ce qui est passionnant, c'est que la réponse, elle est évidemment pour moi très spécifique à chaque entreprise. Merci beaucoup Vincent, merci de l'applaudir. Alors, on le voit effectivement, donc avec toutes vos contributions, ces indicateurs à la fois indispensables et dangereux, comme vous le disiez à l'instant. Alors, peut-être on peut commencer, vous disiez tout à l'heure, Jean-Luc, on ne peut pas se passer du PIB. Claudia, je ne sais pas si vous voulez démarrer avec un mot là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce premier indicateur-là? Moi, je pense effectivement qu'on ne peut pas se passer du PIB. Le PIB, c'est le revenu par habitant, donc c'est un peu un synonyme de liberté de choix. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire comment utiliser sa capacité, son pouvoir d'achat. Ensuite, on sait bien que le PIB est corrélé, c'est-à-dire va avec l'espérance de vie à la naissance, les soins de santé, l'éducation, etc. Donc c'est quand même un ensemble de possibilités qui s'étend, qui s'ouvre. Maintenant, on peut évidemment ajouter d'autres choses. Et l'Angleterre est vraiment pionnière dans ce domaine, qui consiste à introduire dans les politiques publiques ces mesures supplémentaires de bien-être subjectif. Donc au moment où les politiques publiques sont pensées, au moment où on envisage de mettre en place une mesure, on met déjà en même temps en place la mesure de performance, pas seulement en termes de revenus ou nombre de gens qui vont adopter cette mesure, mais aussi comment ils le ressentiront, quelles sont les populations qui sont ciblées, quel est le terme auquel on attend que la mesure ait un effet, est-ce que c'est à court terme, à moyen terme, à plus long terme. Donc on sait exactement où et quand on va mesurer les choses, en termes non seulement objectifs, mais subjectifs. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que la France commence à mettre en œuvre. Maintenant, quand on voit des évaluations de politique publique, je ne sais pas moi, sur l'école, sur l'emploi, ben on voit désormais déjà qu'on regarde comment ça impacte le ressenti des gens. Donc c'est déjà entré un peu dans les mœurs. Donc, alors donc finalement ces indicateurs, Jean-Luc, vous pensez alors évidemment que PIB, vous avez dit tout cela, les grands indicateurs on ne peut pas en changer, il faut en rajouter d'autres et pourtant du coup il y en aura peut-être trop, donc une dictature des indicateurs. Oui, bien sûr. Plus il y en a et moins il y a de dictature. Hein. La dictature, c'est l'autocratie. Oui, si on développe des indicateurs, on concentre moins. Donc je pense que ça, c'est bien sûr ce qu'il faut faire. On discute beaucoup entre nous dans les réunions avec mes homologues statistiques de effectivement l'utilisation de ces indicateurs de qualité de vie dans la conduite des politiques publiques. Claudia disait que les États-Unis sont pionniers. Alors, il y en a un qui est encore plus pionnier, Claudia, c'est la Nouvelle-Zélande, qui se targue de faire mener toutes ces politiques publiques à l'aune de leurs résultats en matière de qualité de vie. Ben, moi, je vais te dire, je ne suis pas complètement convaincu. Alors, notamment, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est ça les avait conduits à se poser la question des conditions de vie des Maoris. Et de leurs conditions d'éducation, de leurs conditions de mobilité sociale, etc. etc. Moi, j'ose espérer qu'on n'ait pas entendu que les statisticiens mesurent le subjective well-being pour que dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, on s'occupe des conditions de vie des Maoris. Et bien sûr que ça a toujours été le cas. Et donc, il y a une sorte d'habillage de se dire, oui, il y a un côté un peu là-dedans, dans cette affaire, me semble-t-il. Et de toute façon, comme M. Jourdan, le politique, et c'est son honneur, c'est bien d'essayer de présumer quelles sont, dans un choix multicritère, quelles sont les conséquences de ce qu'il fait sur l'ensemble des éléments de la qualité de vie des gens. Moi, ce qui me paraît quand même important, plutôt, c'est de poursuivre un petit peu l'analyse. Et je trouve, alors Claudia est une des pionnières, là, pour le coup, il y en a quelques-uns, mais je pense qu'il pourrait y avoir plus de recherche, notamment à partir des indicateurs qu'on fait nous, sur la même enquête. Alors lesquels, par exemple? À partir de la même enquête, on demande plein de choses aux gens sur leurs conditions effectives de vie, leurs privations, etc. Et puis on leur demande aussi de juger qualitativement, non seulement leur satisfaction dans la vie,
mais leurs liens sociaux, ce qu'ils estiment être de leurs conditions de santé, ce qu'ils estiment être leurs conditions de sécurité, etc., etc. Et alors, on fait un peu d'économétrie là-dessus. Je pense qu'il devrait y avoir plus de chercheurs qui en font. Ces données peuvent être mises à disposition comme les autres. Hein. Nous, ce qu'on voit, c'est que ça dépend bien sûr principalement du revenu, ensuite des conditions de santé, et ensuite, et moi je voulais venir là-dessus, des liens sociaux. Et parce que je pense qu'on a un vrai sujet à étudier, en tout cas moi j'ai demandé ça à mes équipes, de travailler sur les liens sociaux et de voir là peut-être des choses qui pourraient être assez hétérogènes sur le territoire. Alors de quelle manière justement ça pourrait passer par quoi ? Mais je suis un peu dans la conjecture là, et donc je m'avance un peu, mais je présume qu'il reste des liens sociaux dans les métropoles, qu'il reste des liens sociaux dans le rural profond, et qu'il y a des territoires intermédiaires où, avec notamment la disparition la désindustrialisation, la disparition des grands établissements, notamment industriels, il y a une dissolution des liens sociaux. Et c'est un facteur, c'est pas le premier bien sûr, ça passe après le revenu et la santé, mais après quand on distingue un peu, et des choses auxquelles on ne passe pas forcément spontanément, l'intensité des liens sociaux, la confiance qu'on se porte aussi, c'est quelque chose qui est assez important, me semble-t-il, dans la manière dont on juge sa propre qualité de vie. Et donc j'orienterai un petit peu la recherche là-dessus. Après, dire qu'on va conduire les politiques publiques là-dessus, moi pour l'instant, ce que j'ai vu, j'ai eu peur que c'était plutôt un habillage, objectivement. Monica, vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Jean-Luc? Il faut mettre en place de nouveaux indicateurs. On en a peut-être à la fois trop et pas assez. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, on commence à regarder les enquêtes d'opinion, comment les gens se sentent, mais évidemment, ça ne remplace pas du tout les données dures. Donc, on a ce qu'on a comme mesure de revenus, de patrimoine, d'emploi, de salaire et tout ça qui reste notre boîte d'outils traditionnelle et qui vont toujours être là. Mais comme ça ne marche plus et comme on se bat contre le fake news et contre beaucoup d'autres choses, il faut peut-être aller plus loin pour essayer de comprendre pourquoi les gens pensent autrement de ce que nous on trouve avec les données. C'est ça. Je vous donne un autre exemple de cette enquête d'opinion qu'on a fait. On a demandé de quoi est-ce que les gens ont le plus peur dans l'immédiat. Et il y a 4 pays qui ont répondu qu'ils avaient de la violence et crimes dans leur société, ça leur faisait très peur. Le premier pays, c'était le Mexique. Et tous ceux qui suivent les médias vont comprendre pourquoi, parce que c'est un réel souci. Après, on avait l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Et on se disait, mais on a regardé nos données dures, c'est quoi ça? On ne comprend pas parce que les crimes, les homicides, par exemple, les taux d'homicides dans ces pays sont extrêmement bas. Ça avait beaucoup à voir avec la migration, avec ce qu'ils voyaient à la télé, qui leur suggérait peut-être qu'il y avait énormément de problèmes qui venaient par les migrants, ce qui n'est pas du tout vrai. Et on essaie toujours aussi, les pays membres, ça c'est pas quelque chose que nous faisons à l'OCDE en détail, mais maintenant, la production des indicateurs, par exemple en Allemagne, a changé. Chaque fois, ils disent si quelqu'un était un auteur de crime, si c'était un migrant ou quelqu'un avec des origines de migration, ou si c'était un Allemand. Donc ça, c'est quelque chose il y a encore avant la grande vague de migration, on n'avait pas du tout ça, parce qu'on a besoin d'expliquer plus pour justement combattre ces idées fausses. Et si on ne fait pas ça, si on ne regarde pas, en plus, à mon avis, on passe à côté de quelque chose, et même si on a des super indicateurs, et on peut dire aux gens, tout se passe bien, n'ayez pas peur, quand la perception est autre chose, on ne peut pas l'ignorer. Jean-Luc, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, on peut l'applaudir, effectivement. Je voulais réagir à la première phrase de Monica qui a dit essayer de comprendre pourquoi quand les indicateurs de ressenti s'éloignent de ce qu'on observe objectivement. Alors c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à l'INSEE, mais je ne veux pas vous en parler, c'est assez technique. On fait des choses par exemple sur ce que les gens disent chaque mois de leur niveau de vie.
par rapport à l'évolution du niveau de vie tel qu'on la mesure et dans les polémiques qu'on a pu avoir ces derniers trimestres avec l'évolution du niveau de vie au fil des mois et des trimestres, ça avait son importance. Mais pour la France, ça pose un petit problème particulier. Vous avez pu écouter par exemple ce qui était là hier, Hervé, moi je n'étais pas à cette session, mais j'ai déjà entendu Hervé Lebras présenter son livre Se sentir mal dans une France qui va bien, je crois. La France a ce pays particulier, Monica, où le ressenti est toujours systématiquement plus négatif et plus pessimiste que la réalité. Et je ne crois pas que ce soit parce qu'on se trompe, nous, Institut statistique INSEE, systématiquement. C'est une caractéristique du pays, alors, c'est ça? Je sais pas. Reste à... Vincent, je vous voyais sourire. Peut-être Mohamed aussi de dire un mot là-dessus. Je vous voyais sourire par rapport à ça. C'est ce que vous ressentez aussi dans votre entreprise ou vous n'avez pas du tout la même perception? Non, si vous voulez, je crois, oui, effectivement. Si on regarde en Europe, il y a certainement une tendance française un petit peu particulière de ce point de vue-là. On est sans doute un petit peu plus pessimiste. En termes d'indicateurs qu'on regarde nous, finalement, je vais peut-être vous surprendre, mais on en regarde très peu au niveau macro, parce que on regarde évidemment la croissance, on regarde l'inflation pour anticiper sur les salaires, mais c'est plus les tendances de fond de la société qu'on essaie, et c'est plus dur d'identifier. Moi, je suis marqué par quelque chose, si vous voulez, au sein de l'entreprise. J'ai beaucoup de managers qui, quand ça va très bien, m'expliquent que c'est grâce à eux, et puis quand ça va moins bien, c'est la conjoncture, c'est le PIB, c'est la décroissance. Et si vous voulez... Donc c'est la faute aux indicateurs, quoi, finalement. Oui, mais je crois fondamentalement, si vous voulez, ça vient de l'entreprise. Ce qu'il faut regarder, c'est ça. On peut faire des réussites extraordinaires en temps de crise. Et puis on peut aussi se casser la gueule alors que le marché est extrêmement porteur. Ce qu'il faut regarder, c'est l'intérieur. Donc, encore une fois, quelques indicateurs de performance économique, ça c'est indispensable. Et de plus en plus, et là on l'a mis en place, des choses plus qualitatives. Vous parliez de qualité de vie au travail. On a lancé une enquête qui s'appelle Great Place to Work. C'est un baromètre qui regarde comment les collaborateurs se sentent dans l'entreprise. Et puis ce qui est intéressant, c'est de le voir cycle après cycle, si ça s'améliore. Et même chose avec les clients. Est-ce que vous êtes content de ce qu'on fait? Est-ce que vous voyez continuer avec nous? Est-ce qu'on est assez proactif, etc., etc. Ça, vous mesurez un peu plus qualitativement les choses que uniquement avec des indicateurs financiers. On travaille essentiellement sur ces sujets-là. Donc de nouveaux indicateurs à mettre en place également, Mohamed. Donc c'est ce que vous pensez aussi? Quelles sont vos préconisations? Puis après, on va ouvrir les questions à la salle. Moi, je vais me permettre d'enfiler ma casquette d'homme d'entreprise et entreprise industrielle où les questions, par exemple, d'hygiène et de sécurité sont extrêmement importantes. Je me rappelle, il y a quelques années, 7-8 ans, on avait un ensemble d'indicateurs, dont celui qui est relatif aux accidents et aux accidents mortels. Et on avait des réunions de reporting où, notamment les responsables de sites industriels, montraient des courbes qui descendaient, où on a moins d'accidents, on a moins de morts. Et jusqu'à qu'un jour, donc le patron de la boîte dit, mais attention, nous, ici, la performance, c'est pas que le nombre d'accidents diminue ou qu'il y ait moins de morts. La performance, c'est qu'il n'y ait pas de mort. Chacun doit rentrer chez lui, voir sa famille, point à la ligne. C'est ça Et ça a été un changement paradigmatique extrêmement important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je peux vous dire, 4-5 ans, il n'y a pas un seul mort sur site, pas d'accident grave, sauf encore pour quelques sous-traitants, on déplore quelques... Et aujourd'hui, la décision est prise d'étendre les mêmes règles à la sous-traitance. Donc voilà, on peut parfaitement se satisfaire d'un indicateur qui s'améliore, dont la performance s'accroît, mais il ne faut pas qu'il y ait de mort, point. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, on va démarrer les questions avec vous, Jules. Vous êtes étudiant. Vous allez poser en fait une question collective. Ce n'est pas que votre question à vous. Si on peut dire, vous l'avez élaborée donc avec en fait un ensemble donc pour donner la parole justement aux 18-28. Pardon. On vous écoute. Donc bonjour, je m'appelle Jules Baudet. Merci pour vos explications et votre précision. Donc moi, je représente un groupe de travail du coup sur ce sujet-là. Et on a préparé une question et un peu aussi notre ressenti par rapport à cette question-là. Donc nous, on a eu un peu l'impression que souvent, dans le débat sur les indicateurs, on se pose la question du comment. Donc comment on va mesurer, comment est-ce qu'on va prendre en compte des facteurs qualitatifs, comment est-ce qu'on va interpréter, etc. Et pourtant, on s'est aussi rendu compte que la bonne performance d'indicateurs, on peut prendre l'exemple du pouvoir d'achat, de la croissance du PIB, n'était pas toujours synonyme
de sensations, donc de sentiments d'amélioration pour la société. Il n'y a pas toujours ce ressenti en tout cas. Et pour nous, ça posait la question du pourquoi et surtout du pour qui. Et je pense que vous avez un peu cette réflexion et vous avez partiellement répondu, mais en grande partie, je pense, répondu à ça. Donc notre question, c'était un peu de savoir ce qu'on pouvait faire pour réconcilier le macroéconomique avec le microéconomique et faire en sorte que du coup, on arrive à produire des indicateurs qui fassent rimer quelque part augmentation avec amélioration de qualité de vie. Et donc ça, je pense que ça aussi été en partie répondu. Et ce qu'on rajouterait aussi, je pense, c'est aussi essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour que ces indicateurs, qu'on arrive peut-être à améliorer, soient pris en compte de manière effective. Et c'est peut-être là qu'il y aura des limites. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Jules. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Effectivement, il y a déjà des éléments de réponse qui ont été donnés tout au long de notre débat. Claudia ? Comment mesurer, réconcilier le ressenti et l'objectif, le micro et le macro? Je crois que ce qui a été évoqué par Jean-Luc Tavernier, le lien social, donc, pour prendre un exemple, pour début de réponse. Donc, on sait qu'il y a un rapport sur le bonheur dans le monde, The World Happiness Report, qui sort régulièrement. Et l'avant-dernière édition, c'était vraiment intéressant. Il montrait qu'est-ce qui différencie les pays. Qu'est-ce qui explique le mieux les différences entre pays. La première chose, en fin de compte, avant même le revenu par tête, c'était le lien social. Et c'était mesuré par la question, avez-vous quelqu'un sur qui compter en cas de besoin? Et ça, c'est probablement quelque chose qui existe au niveau local. On peut toujours écrire à des gens par Internet, etc. Mais enfin, c'est quand même sur qui on peut compter, qu'on peut mobiliser immédiatement, donc dans des parages pas trop lointains. Et donc probablement, il y a des mesures à prendre au niveau local, donc les équipements, les services publics, les commerces, enfin, la dynamique démographique. Et ça compte certainement. Donc, au-delà du PIB, qui est une mesure nationale, peut-être mesurer des choses comme ça, qui sont plus des mesures de ressenti. Sur le lien social, par exemple, il y a les travaux du démographe ou géographe Hervé Lebras, qui a construit des espèces d'indicateurs synthétiques qui, de manière presque magique, mesurent bien le lien social qui est hérité des structures anciennes, de type de famille, de type d'habitation, de population géographique, et qui colle tellement bien avec les comportements électoraux, avec toutes sortes de comportements. Donc ce sont des indicateurs de densité du lien social locaux. Donc voilà, je pense que ça c'est une piste. Merci Claudia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, on va vous apporter un micro. Je vois une main qui se lève là-haut. Merci beaucoup. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour. Bonjour, Raphaël Grandot. Je travaille chez Air Liquide dans le centre de recherche et développement et j'ai la chance de pouvoir participer aujourd'hui à la création d'une équipe de recherche multidisciplinaire. Ma question est du coup la suivante. Je rebondis sur ce que Vincent Paris disait tout à l'heure sur l'ambidextrie entre exploiter et explorer. Comment, enfin, faut-il d'abord et comment mesurer la créativité des équipes au-delà du triptyque valeur actualisée nette, time to market et puis nombre de dépôts de brevets. Merci. Vincent, alors. C'est une question complexe. Encore une fois, la réponse, elle est entreprise par entreprise. Je ne crois pas qu'il y ait un seul indicateur qui puisse répondre à ça. C'est d'ailleurs global. Là, on parle de choses qui sont un peu immatérielles. On ne peut pas tout, je crois, résumer dans un indicateur qui est bon, qui n'est pas bon. Dès qu'on parle de psychologique, de ressenti, de confiance, c'est vrai au niveau des sociétés, mais c'est vrai au niveau de l'entreprise aussi. Je vous rappelle ce que disait Henry Ford, je crois, ça m'a beaucoup marqué. Les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan d'une entreprise, sa réputation et ses hommes. Ça, on peut prendre tous les indicateurs qu'on veut, on ne le retranscrira pas facilement. L'innovation, on peut mesurer le nombre de brevets, le nombre d'initiatives, mais ce qui compte, c'est ce qui marche. Ce n'est pas uniquement le fait qu'on ait poussé des idées. Il faut aller au bout de l'histoire. Et je ne crois pas qu'on puisse tout résumer. C'est peut-être frustrant, mais c'est finalement une bonne nouvelle. Ça remet l'humain au cœur. Je crois qu'il faut laisser vraiment la place limitée aux indicateurs sur l'essentiel pour des questions d'efficacité, de performance, peut-être de contexte, mais l'essentiel du moral, des grandes tendances, se prévoira jamais sur un indicateur quel qu'il soit, même très sophistiqué. C'est mon avis. Une autre question? Oui, ou si vous voulez compléter aussi les réponses pour les autres intervenants. Donc oui, je crois que j'ai vu une main se lever, voilà.
Merci. Bonjour à tous, Romain Bauchet, Fidelity. J'avais une question concernant votre question. En fait, les indicateurs peuvent-ils avoir du sens? Est-ce que ce n'est pas le verbe qui a du sens et l'indicateur qui n'est là que pour supporter un objectif qui a du sens mais qui n'est pas mesuré par un chiffre? Et j'en veux pour preuve finalement le succès de celui qui, même s'il fait polémique aujourd'hui, l'a très bien compris, qui a été Donald Trump il y a 4 ans au moment des élections, des primaires, où il avait un favori en face de lui qui disait « Je veux un PIB à 4% qui s'est rétamé ». Et il est arrivé en disant « Je veux une grande Amérique » et il a gagné. Donc en clair, est-ce qu'il n'a pas mis le sens avant le chiffre et est-ce que ce n'est pas sa force? Alors, qui veut répondre? Bonne question, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il a mis le sens, mais en tout cas, globalement, oui, il faut toujours faire passer la vision avant les chiffres, ça c'est certain. Vous voulez compléter, oui, Jean-Luc? Oui, peut-être, oui, mais ça, je pense que ça fait pas débat. Et puis Vincent l'avait très bien dit dans son première intervention, les indicateurs ne doivent pas faire perdre le sens. Ça, c'est absolument fondamental. Alors moi, j'ai aussi des indicateurs en tant que chef d'entreprise, en tout cas responsable d'organisme. Et moi, je suis confronté à un sujet, je voulais demander à Vincent s'il avait le même, c'est que quand on essaie de ramasser, de réduire un nombre d'indicateurs et de prioriser, on a tout un tas d'équipes qui disent « Ah oui, mais je ne suis pas dans le tableau de bord ». Et donc, on est conduit comme ça de proche en proche à rendre compte de l'ensemble des missions. Alors, à l'INSEE, il y a plusieurs dizaines de missions différentes. Et donc, c'est des tableaux de bord que finalement, moi, je finis par regarder réellement parce que ça essaye d'embrasser toute l'activité. Mais parce qu'on a ce problème un peu de devoir dire... Parce que sinon, les équipes, on le disent, je ne suis pas dans le tableau de bord, donc je n'existe pas. Et moi, je suis un peu confronté à ça. Et puis, à la première question tout à l'heure, je voulais vous répondre qu'on a quand même beaucoup... la question des 18-28, là. On a quand même beaucoup fait pour expliquer, pour échapper à la dictature, non pas du PIB, à la dictature de la moyenne, à expliquer les trajectoires, à expliquer les différences, à expliquer sur tout un tas de choses, la distribution des phénomènes. Et c'est ça la réconciliation du macro et du micro. Et alors, les Gilets jaunes, c'est quand même pour ça un épisode qui permet un peu de réfléchir et de se poser la question. Non, les inégalités n'ont pas explosé, non, le taux de pauvreté, etc., ne s'est pas accru plus vite en France qu'ailleurs, c'est plutôt le contraire. Ce qui se passe, en fait, c'est que depuis 10 ans, et ça on le dit, on le répète, on en a encore parlé hier, si vous avez écouté Claire Vaison introduire la session finale de l'après-midi, ce qui se passe, c'est qu'il y a stagnation du pouvoir d'achat, et encore plus stagnation du pouvoir d'achat par ménage ou par unité de consommation. Je ne vous explique pas ce que c'est, mais ça tient compte des effets d'échelle dans les familles, depuis 10 ans, depuis la crise, à quelque niveau de décile que ce soit, partout dans la distribution du revenu, il y a stagnation du pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent, c'est un peu inédit depuis l'après-guerre, et donc c'est plutôt cette frustration-là. Le problème n'est pas une explosion des inégalités de revenus, le problème c'est 10 ans au global de stagnation, on n'a pas réussi à ressusciter la croissance, mais c'est de la stagnation à tous les niveaux de revenus, qui est peut-être plus difficilement supportable au bas niveau de revenus qu'au haut, mais non, ce n'est pas une explosion des inégalités. Et oui, par ailleurs, la France a un véritable problème d'inégalité des chances, et notamment de déterminisme social dans les résultats scolaires. Oui, on sent quand même un ascenseur social difficile aujourd'hui à faire bouger quand même. Hein. Tout à fait. Oui, mais c'est plus compliqué, et donc il ne faut pas de paresse intellectuelle. C'est plus compliqué que de dire l'inégalité de revenus a explosé. C'est pas ça. Hein. Vous voulez peut-être compléter Non. Alors, une autre question, oui. Je vois des mains qui se lèvent, allez-y. On a encore un peu de temps. Bonjour, Guylaine Alain-Joanine, membre de l'Institut de France et aussi télémédecine. La stagnation, c'est l'antichambre de la régression. Ça, on a bien compris. Vous ne croyez pas qu'à l'heure actuelle, de tout mettre sur le cartésien, ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs, on le voit même dans nos rencontres, il faudrait mettre une dose de pascalien, c'est-à-dire remettre l'émotion, remettre la psychologie dans le progrès. En clair, aussi conjuguer d'une façon équitable l'économique et le social, le sociétal. En clair, ce n'est pas mesurable, mais ce qui est très important au bout du bout, c'est cet indice très simple que des pays comme le Bhoutan ont très bien compris, être heureux. Pour vous, quel est l'indice du être heureux? Alors, un indice qui va mesurer le bonheur. Alors, allez-y, oui. Allez-y.
Ensuite, Monica. Moi, je pense que c'est une question centrale, elle est essentielle. Moi, je remercie Madame pour pouvoir l'avoir posée. Moi, avant de répondre à cette question, c'est tenté, j'ai une réponse. Disons qu'aujourd'hui, notre problème vient d'une dépolitisation des rapports dans les sociétés, en les technicisant à l'extrême. Et j'ai en mémoire, je raconte cette anecdote, au plus fort du mouvement des Gilets jaunes, on avait interrogé des gens dans les ronds-points. Et il y avait 2 ou 3 personnes qui disaient on n'a pas de quoi aller le week-end ou sortir au restaurant, partir en vacances. J'ai pensé tout de suite à un Nigérien dans les bas-fonds du Nigeria. Est-ce que c'est aussi son rêve d'aller au restaurant le week-end ou partir en vacances, ce qui traduit la diversité. Mais en fait, en réalité, on n'arrive plus à vendre un projet de société, un rêve commun, un leadership incontesté et incontestable, capable de traîner. Et c'est la même chose dans les entreprises aujourd'hui. Donc, pour entraîner les salariés, ce n'est pas simplement des indicateurs de performance qui tiennent au chiffre d'affaires, à l'EBITDA, plus à même d'intéresser les investisseurs ou les prêteurs, qu'un projet à offrir aux salariés pour les mobiliser. Et je pense que vous avez raison. C'est souvent quand même ce que font les entreprises maintenant, Vincent. Elles offrent des projets pour mobiliser les équipes. Absolument. Dans le cadre de l'activité traditionnelle ou dans le cadre de fondations, d'initiatives individuelles, et je trouve que ça va dans le bon sens. C'est assez nouveau, mais on voit l'entreprise comme un vecteur pour réussir sur toute cette initiative-là, ce qui n'était pas le cas du tout il y a une dizaine d'années, et je pense que ça va dans le bon sens. Très rapidement, parce que c'est une question intéressante, j'aimerais bien entendre les autres intervenants, puis on prendra une dernière question, après malheureusement, on devra s'arrêter. Alors... Non, mais c'est pas au chiffre statisticien de définir le bonheur, hein, mais moi, si je m'élève au-dessus de ma condition, je vous ai dit liens sociaux, confiance mutuelle, confiance dans les institutions, enfin tout ce qui est constitutif du vivre ensemble mérite qu'on s'y attache beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est mon point de vue, mais pas tant que chez ce statisticien qu'en tant que citoyen. Mais tant qu'être pascalien, moi je serais bien pascalien dans un autre sens, vous savez, parce que ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un gros PIB et d'avoir un PIB plus gros que les autres si la planète devient invivable. Donc si vous voulez être pascalien, c'est ce pari-là qu'il faut considérer. C'est la question environnementale. Et là, ça nous renvoie peut-être à un débat qu'on aurait pu avoir, qu'on n'a pas eu, que j'ai essayé d'aborder dans l'introduction. Pour nous, c'est difficile à ce stade d'imaginer quelque chose où on pondère le PIB et des questions environnementales. Franchement, ça revient à essayer de ramener dans une même unité quelque chose qui est fondamentalement incommensurable. Si aussi la planète devient invivable et que l'espèce est vouée à disparaître, peu importe qu'on a une croissance, et je ne voudrais surtout pas d'un indicateur synthétique dans lequel des pays qui sont riches mais qui produisent sale soient classés exactement au même niveau, et des produits pauvres qui produisent propre. Et c'est ça l'indicateur synthétique. Effectivement. Monica, un mot sur cet indicateur du bonheur ? Oui, tout à fait. Donc, à l'OCDE, on voit que la définition de bonheur, ce n'est pas la même chose dans tous les pays. Hein. Au Japon, c'est très différent qu'en France, qu'aux États-Unis. Donc, il faut prendre ça en compte. Notre solution à l'OCDE, c'est de parler beaucoup plus des politiques centrées sur les personnes. Si c'est la santé, je vous donne l'exemple de santé, on fait des nouvelles enquêtes maintenant avec les pays où le patient est au centre. Donc la question sera plus est-ce que vous avez survécu à l'opération, mais la question va être est-ce que vous avez été bien informé, et après l'intervention médicale, quelle est votre qualité de vie ensuite. Je croyais que tu allais interroger les morts. Non, pas tout à fait. Si on trouve moyen, on aimerait bien. Non. Donc ça, c'est quelque chose qui approche vraiment, c'est opérationnaliser cette idée du bonheur en se concentrant, mettre les gens au centre plutôt que la profession, le secteur ou le macro. Une toute dernière question rapidement, oui. Parce qu'on arrive au terme de notre réunion. Oui. Est-ce que c'est allumé? Oui. Bonjour, je suis britannique, comme vous l'entendez de mon accent. Je suis ici. L'INSEE britannique, ONS, fait une étude par circonscription parlementaire, 650. NAF
4 chiffres de l'emploi. Ça permet une vision extraordinaire qui peut être liée avec l'expérience spécifique de chaque parlementaire. Ça n'a jamais été exploité. À ma demande, l'Université de Sussex, l'équipe qui s'occupe, la plus grande équipe des universitaires qui travaillent sur le commerce, a regardé quel serait l'impact si le Royaume-Uni sortait avec les règles d'OMC. Mais l'idée, c'est qu'il faut lier vos indicateurs avec l'expérience directe au niveau de sa circonscription avec chaque parlementaire. Donc, c'est le lien entre indicateurs qui peut être aussi business, socio-économique, les gens qui dorment dans la rue. Donc, mais l'idée, c'est que les parlementaires, les décisionnaires soient rendus beaucoup plus conscients des évolutions à leur niveau direct local. Est-ce que vous faites ça en France? Alors, Ouais, je crois. oui, Jean-Luc, très vite. Ouais, très vite, mais parce que c'est compliqué. Hein. Premièrement, pour avoir des données à des niveaux désagrégés très fins, ou bien il faut des enquêtes avec des échantillons gigantesques, ou bien il faut des données administratives fines. Ce qui existe, ce qu'on peut faire à des niveaux désagrégés très fins, comme au niveau d'une circonscription électorale, c'est lorsqu'on a des données administratives. On les a en matière d'emploi. Et nous, on fait des choses très désagrégées à l'INSEE, on ne les fait pas, et je pense qu'on aurait un peu de répugnance à le faire sur le territoire de la circonscription électorale. On les fait sur des zones qu'on construit nous-mêmes, qui sont les zones d'emploi, et dans lesquelles les élus locaux savent très bien où ils se retrouvent, mais qui ne collent pas forcément au découpage de la circonscription électorale. Oui, donc on fait ça aussi. Merci. Malheureusement, vous pourrez continuer peut-être cette discussion parce qu'on a malheureusement fini pour des raisons de timing. Voilà, merci à tous, merci à nos intervenants, merci à vous pour votre participation. On peut les applaudir.